Le grand entretien pour parler du leadership au féminin et de l'IA. On va tout vous expliquer dans quelques instants, évidemment. Et j'accueille Béatrice Kosowski. Bonjour Béatrice. Très heureux de vous accueillir, présidente d'IBM France. Absolument. Et on va parler alors d'un sujet très important parce que le leadership au féminin, on en parle beaucoup, mais de l'IA générative, on n'en a jamais autant parlé que depuis un an. Disruption, transformation du travail, et on va y revenir dans quelques instants avec vous. D'abord, un petit mot, puisqu'il est question du leadership au féminin. C'est dur d'accéder à des postes à responsabilité, de pouvoir, de présidente d'IBM France lorsqu'on est une femme. Est-ce que c'est plus difficile que lorsqu'on est un homme ? Très certainement. Il faut une très très grosse détermination, mais je veux donner une vision très encourageante et positive. Tout au long de son chemin, on rencontre des personnes qui vous tendent la main, qui vous aident. Et puis, je pense aussi que c'est important d'accepter de prendre des risques. Parce que quand je regarde mon parcours, finalement, j'ai eu un certain nombre d'étapes un petit peu risquées. Peut-être que c'est justement le regard féminin qui considère que voilà, il y a cette notion de risque. Mais en tout cas, pour moi, ça a été finalement à chaque fois des accélérateurs. Voilà. Donc, si j'ai un message à passer quand même, c'est qu'on a besoin d'attirer du monde dans le secteur du numérique, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 85 000 jobs qui ne sont pas staffés, et en particulier attirer des talents féminins, que ce soit des jeunes filles ou que ce soit des femmes en reconversion, ce qui est aussi un axe particulièrement porteur. Ce qui est intéressant, il y a des femmes, peu, qui dirigent des entreprises, mais des entreprises de la tech, il y en a très très peu, très très peu. Et vous dirigez une entreprise, IBM France, mondialement connue. Pourquoi les femmes sont si peu présentes dans la tech ? Alors déjà dans les postes de collaborateurs, de talents, mais aussi dans les postes de direction. Comment vous l'expliquez ? C'est un métier d'homme, la tech ? Alors, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une multiple raison. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une seule raison. Certains blâment les entreprises de la tech en disant, finalement, elles ne sont pas assez motivées pour tendre la main, justement, aux femmes. Moi, je suis un énorme contre-exemple parce que je considère qu'une des raisons fondamentales de ma trajectoire, c'est justement la position d'IBM en la matière qui est fondamentalement engagée et très sincèrement et authentiquement vraiment très active sur le sujet, beaucoup de travail sur le fait d'attirer les femmes et de développer les talents au féminin. Je pense que sur le cursus de formation, on ne donne pas assez envie. Il y a un petit peu d'appréhension par rapport à la technologie, par rapport à la technique, par rapport à la science. Donc il y a un gros travail quand même à faire pour éveiller, réveiller les jeunes talents féminins aussi. Je précise quand même que par rapport à votre position, votre titre, vous n'êtes pas une spécialiste du numérique dans votre parcours scolaire. Je ne suis pas ingénieure. On est bien d'accord. Oui. Non, mais je dis ça parce qu'il suffit d'avoir croisé quelques responsables ou dirigeants d'entreprises de la tech qui très rapidement, au bout d'1 minute 30, vous font passer pour un terrible ignare parce que globalement, ils jargonnent, on ne comprend rien. Est-ce que ça, vous l'avez vécu concrètement, d'être regardé comme quelqu'un qui n'était pas de ce monde ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je suis très très bien entourée et pour moi, ce qui est important, justement, c'est de réfléchir suivant les circonstances, les rendez-vous, les activités que l'on a, de bien s'entourer avec les bonnes expertises. Donc, je dirais que finalement, ce n'est pas un sujet. C'est juste en termes d'inconfort ou de manque de confiance que l'on peut avoir. Oui. Bien sûr que je l'ai ressenti à de multiples reprises. Et d'un autre côté, la tendance est quand même à investir un temps phénoménal, et de l'argent pour les entreprises, mais dans la formation, parce que le propre de l'industrie du numérique, c'est que tous les 2-3 ans, en fait, les connaissances que l'on a sont obsolètes. Alors, il y a ce travail de fond sur les compétences, les fameux hard skills, les expertises. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi une dimension fondamentale, les soft skills. Nous, on appelle ça les power skills, qui là sont un petit peu plus pérennes et qui permettent aussi au leadership et au talent de se révéler indépendamment de leurs connaissances d'experts. Alors, vous portez, et vous avez avec vous, ce rapport très intéressant qui ne traite pas que de la France. Oui, qui est un rapport européen. Allemagne, Italie, Arabie Saoudite, donc au-delà même des 4000 entreprises. 4000 entreprises. Le leadership féminin à l'ère de l'IA. Ça, c'est IBM qui le porte, IBM EMEA. Concrètement, qu'est-ce qu'il en sort ? Il y a quoi ? Une sous-représentation des femmes au sein des entreprises de l'IA et des métiers ayant trait à l'IA. C'est ça ce qui ressort. Absolument. Aujourd'hui, on n'est pas équipé pour avoir une parité finalement dans les enjeux autour de l'IA. Et la seconde chose qui ressort, c'est que la France
est entre 6 et 10 points systématiquement sur tous les indicateurs, ce qui est quand même... En dessous, ce qui est quand même préoccupant. Comparé à l'Arabie Saoudite, par exemple Voilà, ou la moyenne européenne, ce qui est de toute façon très interpellant. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, combien de femmes sont aux manettes pour avoir une influence sur, je dirais, toutes les activités d'IA dans l'entreprise? En France, 23%, la moyenne européenne est à 33%. Par exemple, quand on interroge les dirigeants en leur demandant à quel point c'est important ce leadership au féminin pour l'IA, vous allez avoir 72-73% favorables en Europe, on est à 62% chez les Français. Et le troisième qui gratte vraiment, c'est sur la confiance des femmes. Ouais. Le manque de confiance des femmes. Le plafond de verre, en quelque sorte. Mais complètement, dans leur capacité, finalement, à bien appréhender tous ces sujets d'IA. Donc, 26% pour les femmes en France, contre 49% pour les hommes, et contre 46% pour les femmes européennes. Donc, en fait, on voit qu'on a ce décalage. Donc, alors, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que les femmes s'attellent à mieux se préparer, elles-mêmes et leurs équipes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que leur regard, il est très circulaire à 360 degrés. Bien sûr, il y a les expertises, la technique dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi justement toute la partie soft skills bien sûr, qui est fondamentale dans les projets et de Gen AI, et puis la partie réglementaire. On sait qu'on opère dans une région du monde qui a sorti cette AI Act, qui est absolument fondamental, structurant. L'Europe, voilà. Et donc, ce côté réglementaire, en plus de toutes les réglementations d'un secteur d'activité donnée, finalement, va être assez structurant dans les projets de Gen AI. Donc, moi, je dis que c'est quand même encourageant de voir qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a cette préparation. Mais il faudrait arriver à donner l'envie et la confiance à nos talents féminins. Et vous êtes venu sur ce plateau pour le dire à travers vous, à travers votre parcours. Vous dites, l'enjeu est de taille par rapport à ce dossier, à cette étude. Nos recherches démontrent qu'assurer une représentation égale des femmes à l'avant-garde de la révolution IA va bien au-delà du simple fait de cocher la case diversité. Ce qui m'amène à vous poser la question, au-delà de cette question de diversité, d'égalité, bien de le faire qui est RSE, pourquoi c'est très important? En fait, le premier enjeu, c'est que l'IA, si on ne fait pas attention, va avoir des biais. Je rappelle que quand même en 2015... Donc là, on ouvre le capot, on rentre dans l'algo, là. 2015, quand on interrogeait sur les moteurs de recherche, on faisait CEO, la première femme arrivait à la 96e position et c'était Barbie CEO en mini-jupe. Ça donne un petit peu une idée quand même des stéréotypes. Alors, on n'est plus en 2015, mais il y a encore ce sujet des biais. Donc, il est évident que si les équipes qui travaillent représentent une pluralité, on a une chance à l'arrivée de ne pas avoir des éléments biaisés. Non, mais pour ceux qui nous regardent et qui connaissent l'IA, évidemment, mais qui ne sont pas rentrés dans la salle des machines, vous nous dites, pour fabriquer un algorithme, il faut quand même la diversité de construction, parce que s'il n'y a que des hommes qui le font, on se souvient d'Amazon, je crois qu'il y avait un biais qui a fait qu'on a recruté que des hommes. Sur une application de recrutement, voilà. Donc ça, c'est l'enjeu aussi. Cet enjeu-là, il est absolument majeur, et c'est bien de bout en bout, mais ça veut dire qu'il faut y associer des talents féminins et de la diversité. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir... Concrètement, ce sujet de l'IA et de la place des femmes dans l'IA, on l'a eu à travers des écoles qui nous disaient, mais nous-mêmes, écoles, nous n'arrivons pas à recruter ces jeunes femmes pour pouvoir les former à des masters, voire même à des postes d'ingénieurs. Est-ce que vous, la femme que vous êtes, vous êtes l'ambassadrice de ce sujet et que vous allez, j'allais dire, professer à la télé, dans les écoles, en disant « Regardez, c'est possible », parce que vous en êtes l'incarnation. Ouais. Alors, on est très engagés. Je ne suis pas toute seule. Je suis très engagée, ça c'est sûr, parce qu'il faut s'exprimer, bien sûr. Pour nous, c'est important d'intervenir sur l'ensemble du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on a des équipes, j'en fais partie, qui allons dans les écoles, dès le primaire, et qui remonte comme ça ensuite toutes les strates, je dirais, du parcours d'éducation. Dès le plus jeune âge. Pour aller expliquer. Il y a un tournant en troisième. Donc en fait, nous, c'est pour ça que finalement, on s'est investi dans les stages de troisième, parce qu'avant, on n'était pas assez présents. Et c'est bien parce qu'il y a les stages d'immersion. Et là, c'est aussi une opportunité, en faisant venir les jeunes et les jeunes filles chez nous, leur montrer, etc. Ensuite, on fait des programmes PITEC, ça ce sont les lycées professionnels. On fait énormément de choses dans les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. Vous pouvez imaginer. Et il y a la reconversion. Et donc moi, j'ai fait aussi un énorme appel au peuple dans la presse pour les femmes au foyer
qui sont un peu inhibées à l'idée de retourner dans le monde du travail, qui ont perdu confiance en elles. Et là, il y a une très très belle opportunité parce que la reconversion dans le numérique, ça fonctionne très bien. Donc on participe à beaucoup de programmes de reconversion pour les femmes et c'est assez fascinant de voir la trajectoire et l'épanouissement professionnel qu'elles obtiennent et leur motivation. Béatrice, vous, quand vous vous baladez sur les différents sites IBM France et que vous partez à la rencontre des équipes, c'est ce que vous faites. Est-ce que vous dites, je suis en train de réussir mon pari aussi dans l'entreprise que je préside Déjà, on a un COMEX à parité depuis vraiment longtemps. C'est mon prédécesseur, un homme qui l'avait mis en place. On a fait beaucoup de changements dans l'équipe de leadership, mais on est toujours à parité. Et moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que les IBMers sont ultra mobilisés sur le sujet. Pour eux, je dirais, c'est une évidence. Donc, en fait, ils n'ont pas à se forcer. C'est très motivant pour eux aussi d'aller dans une classe de lycée. Vous voyez, des choses comme ça. Ils sont très investis naturellement. Donc, vos ingénieurs, ceux qui développent, les data scientists, là aussi, vous avez un soin particulier dans le recrutement parce que je suis persuadé que, comme beaucoup d'entreprises, vous ne trouvez pas les femmes qui correspondent aux postes recherchés. Dans l'IA, les recrutements de consultants sont à parité. Donc ça fait plaisir. Mais vous avez raison, l'un des combats, c'est par exemple les écoles d'ingénieurs, où effectivement, à la source, on n'a pas la parité. Donc il faut vraiment forcer les choses, je dirais, pour pouvoir rééquilibrer un petit peu les propositions de candidats et de candidates. Et ce que je lis là sur la parité, il faut bien comprendre que c'est le même enjeu pour la diversité sous toutes ses formes. Parce que sinon, on va avoir le même genre de problème à l'arrivée avec des algorithmes biaisés. Et la deuxième chose, c'est cette notion de créativité. On est une entreprise innovante. Dans la tech, tout le monde veut être innovant. Pour être innovant, il faut bien avoir des regards qui sont différents et qui quelquefois aussi se challengent entre eux, mais qui permettent de faire grandir tout le monde. Vous avez lancé cet appel aux mères au foyer, à ces femmes qui cherchent aussi un deuxième souffle dans leur vie professionnelle. Dernière question, vous évoquez une plus grande diversité des femmes, de la diversité des personnes issues des quartiers, de différentes racines, de différentes cultures. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers les quotas en disant pour faire un bon algo, il faut qu'il y ait tant de femmes Est-ce que vous voyez Alors, vers quoi on va? On le prend dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des méthodologies. En tout cas, nous, c'est très éprouvé pour s'assurer qu'on n'a pas de biais à l'arrivée. C'est ça. Et notamment des méthodes d'abord, dès le début, il faut essayer d'analyser ce qui pourrait biaiser. Et ensuite, il faut faire des rééquilibrages, si vous voulez, avec certains échantillons dans les données que l'on rentre, par exemple, dans les modèles, pour rééquilibrer là où il pourrait y avoir naturellement, en fait, un déséquilibre. Donc, il y a des méthodologies. Il y a des techniques, des solutions vraiment avec la technologie, qui est aussi au service de cette représentativité vertueuse. Un dernier mot, et ça sera vraiment le dernier. L'IA, aujourd'hui, certains experts considèrent que c'est une véritable révolution numérique. D'autres considèrent que c'est une révolution qui va faire disparaître le travail et les métiers. Qu'est-ce que vous dites, vous qui observez ce sujet et qui avez des ingénieurs qui développaient des algos? Alors déjà, nous, notre première vision, c'est que l'IA et la generative AI doivent augmenter l'homme et la femme. Ça, c'est la première chose. Dans un métier, dans un rôle, en fait, il y a un certain nombre de tâches. Donc, il ne faut pas confondre les tâches et le rôle. Suppression de quelques tâches, mais pas du métier. Dans certains cas, c'est peut-être l'ensemble des tâches de ce rôle-là. Et on va dire, en fait, les personnes qui faisaient ça avant, on va les aider à grandir et prendre un rôle un peu plus complexe, avec un peu plus de valeur ajoutée, par exemple. Mais fondamentalement, c'est simpliste et réducteur de dire un rôle supprimé parce qu'on met l'IA. Non, ça c'est pas possible. Mais ce qui est certain, c'est que l'IA et la generative AI sont un outil de productivité phénoménal. On a des assistants qui augmentent chacune des personnes, le conseiller augmenté, le financier augmenté, l'acheteur augmenté, etc. Et ça, dans tous les domaines. Ça, c'est vraiment... Donc l'homme reste au centre et utilise un outil surpuissant pour le rendre plus performant. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. L'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H et en l'encadrant pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Voilà. Donc en fait, nous, on insiste énormément sur cette notion d'IA de confiance et on a trouvé des solutions de gouvernance, je dirais, pour encadrer tout ça. Et le deuxième point de grande vigilance, c'est qu'il faut vraiment que ça serve à quelque chose. Et nous, dans une de nos 3 valeurs, c'est Innovation that matters.
c'est pas l'innovation comme une finalité, je dirais, un peu artificielle. Comme d'un levier. À un moment donné, il faut que ça apporte quelque chose parce qu'il va y avoir un impact sur la partie green. Donc il faut vraiment qu'on actionne ces technologies à bon escient. Merci Béatrice Kosowski d'être venue nous éclairer, nous faire partager aussi votre engagement, plus qu'une passion, votre engagement à travers ce travail mené par IBM dans plus de 10 pays, 4000 managers et dirigeants interrogés sur cette place de l'IA et des femmes et du leadership au féminin. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente d'IBM France. On tourne une page et on se dirige vers Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité.